Je vais vous présenter une partie de nos résultats de nos travaux de recherche issus d'un programme dédié au bien-être des chevaux de médiation qui a reçu le soutien de l'IFCE et de la région Bretagne. Je profite aussi de cette introduction pour remercier l'ensemble des professionnels ayant participé à cette recherche et les centres nous ayant ouvert leurs portes. Aujourd'hui, nous allons parler du cheval de médiation, qui est avant tout un cheval. Pour commencer, quelques éléments d'introduction. Sans vous redéfinir ici ce qu'est la médiation équine et ce qu'elle sous-tend, je souhaite rappeler qu'elle implique une diversité d'espèces, cheval, mule, âne, etc., une diversité de races, de publics humains, des enfants, des adolescents, des adultes avec différents types de handicap ou de fragilité par exemple. Mais cette diversité s'observe aussi dans les pratiques, travail à pied, pansage, jeu, monte ou même voltige et attelage. L'être humain en charge les conditions de vie et de travail des équidés impliqués. Et dans le cas de la médiation équine notamment, les responsables et intervenants sont issus de cultures hippiques variées. Alors, pourquoi s'intéresser au bien-être des chevaux de médiation? Selon la définition de l'ANSES en 2018, le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Cette définition implique des notions de chronique, d'état et de satisfaction. D'après une revue de littérature récente, et c'est toujours le cas actuellement, il y a un manque d'études sur l'état chronique des chevaux de médiation et des études comparant l'état de bien-être des chevaux de médiation et de non-médiation. Ceci a bien sûr un impact, nous le pensons, sur l'état de bien-être et le comportement envers l'humain. Sous la diversité des pratiques de gestion en médiation, que retrouve-t-on? En médiation équine, il y a des responsables et des intervenants issus de cultures hippiques variées, c'est-à-dire ils peuvent avoir eu des formations différentes, des pratiques communes à des collectifs d'échange, un poids plus ou moins marqué aussi de l'histoire sur les pratiques. Face à cela, il est légitime de nous poser la question suivante. Est-ce que ceci a une influence sur les prises de décision? Pour répondre à cette question, nous avons mené une première étude à l'aide d'une enquête par questionnaire. Dans un second point, nous avons vu que l'être humain a en charge la gestion quotidienne, y compris les modalités de travail des équidés. Ceci recouvre à la fois les conditions de vie, choix du type alimentaire, de l'hébergement, et les conditions de travail, des types d'activités, de l'équipement ou encore des modalités de séance. Compte tenu de leur importance, notre seconde étude s'est intéressée à quel impact ces paramètres pouvaient avoir sur le bien-être des équidés. Pour cela, une étude a été directement menée sur le terrain. Nous allons commencer par la première étude qui posait la question suivante. Quelle vision de la gestion des équidés de médiation ou d'instruction? Je vous présente les éléments majeurs de méthodologie de l'étude 1. Les stratégies de gestion des équidés par les responsables d'établissements hippiques ont été étudiées via un questionnaire sur Internet sur une période de 3 mois en 2021, en utilisant la plateforme de Lime Survey. La diffusion s'est effectuée par les réseaux sociaux ou différentes listes, notamment l'IFCE ou FNC. Les questions portaient sur les conditions de vie, alimentation, hébergement, sur la vie sociale ou encore sur le travail. Par exemple, travail à pied, travail monté, des équidés. En cas d'activité mixte, c'est-à-dire instruction conventionnelle et médiation, les responsables avaient à remplir un questionnaire par activité. L'idée étant de voir si les chevaux étaient gérés différemment selon leur activité. Les questions portaient sur la gestion des chevaux et des poneys, hors Shetland, nos observations par ailleurs ayant montré que ceux-ci sont souvent gérés différemment des autres équidés. Pour vous illustrer cela, un exemple. Nous pouvions poser la question, dans la majorité des cas, où vivent vos chevaux poneys de médiation? Box, situation mixte ou pré-paddock en permanence. Voici quelques éléments de résultats. Parmi les 216 responsables qui ont accepté de participer, les réponses de 57 d'entre eux ont été reconnues car répondant à nos critères d'inclusion pour cette étude.
Dans ces 57, nous avons des chevaux de médiation, d'activités d'instruction ou des activités mixtes. Tous les questionnaires étaient complets. Les répondants avaient en moyenne 47 ans. Premier élément, si nous nous focalisons sur les réponses pour les chevaux de médiation. Les répondants nous rapportent que dans 68,8% des cas, leurs équidés vivaient en extérieur en permanence. Nous avons, concernant l'alimentation, aussi une majorité des responsables qui disent donner du foin et du fourrage à volonté. Et une majorité qui ajoute des concentrés et seulement une toute petite partie ajoute des concentrés sur 2 repas ou plus. Enfin, pour les chevaux de médiation, les responsables de ces structures évoquent que la vie sociale, dans 59% des cas, se fait en groupe permanent. Il est à noter que les responsables des centres proposant à la fois de l'instruction et de la médiation équine se différencient des responsables de centres ne proposant que de la médiation sur différents points. Pour commencer, sur le type d'hébergement que vous pouvez voir à gauche en bleu. Les centres qui pratiquent uniquement la médiation vont uniquement héberger les équidés au prix, là où les centres mixtes instruction-médiation vont proposer aussi de l'hébergement en box ou un mixte box extérieur. En vert, l'alimentation. On peut noter une des différences majeures. Les centres qui pratiquent uniquement la médiation vont moins proposer d'aliments en concentré que les centres mixtes, mais aussi mettre à disposition une plus grande quantité de foin, comme on peut le voir au milieu. Des conditions de vie plus conventionnelles en médiation centre équestre, finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi plus souvent dans les centres équestres uniquement. On peut aussi noter qu'il y a la même gestion des chevaux de médiation et d'instruction dans les centres présentant les mêmes activités. Nous passons à l'étude 2, qui a été un état des lieux de l'état de bien-être et faire un lien avec les pratiques. Pour cela, nous avons mené une étude observationnelle dans 8 centres équestres qui a réuni 174 équidés. Nous avons eu l'occasion d'observer 77 juments, 97 hongres âgés entre 4 ans et 27 ans, et ceci de races variées. 25 d'entre eux ne pratiquaient que la médiation animale, 89 d'entre eux, la majorité, avaient une activité mixte de médiation et de centre équestre, et enfin 60 ne pratiquaient que des activités de centre équestre. Nous y avons relevé les conditions de vie avec l'hébergement, le fait qu'ils soient en intérieur et ou en extérieur, seuls ou en groupe. Concernant l'alimentation, nous nous sommes intéressés à la quantité de foin et de concentré de céréales. Pour le travail, le nombre d'heures par semaine, le fait d'être monté ou d'être à pied, l'utilisation ou non de mort. Sur le type d'activité, nous avons noté si les animaux faisaient plutôt de la médiation, une activité mixte ou d'instruction. Et enfin, caractériser le type d'équidé. Outre son âge et son sexe, nous notions aussi la proportion de chevaux et de poneys et le type morphologique des animaux. Le protocole s'est effectué à l'échelle des centres et non à l'échelle des animaux, avec les données exprimées en pourcentage de chevaux dans chaque centre avec des radars de profil de gestion des centres, comme on peut le voir ici à droite. En vert, nous avons noté plutôt les paramètres positifs, comme par exemple passer la journée en extérieur ou d'avoir du fourrage en ad libitum, et les paramètres notés en rouge, comme par exemple l'utilisation de mort, sont plutôt côté négatif. À noter que dans notre échantillon des 174 équidés, aucun d'entre eux n'était hébergé exclusivement en intérieur. En parallèle, sur l'ensemble des indicateurs de bien-être validés scientifiquement qui ont été relevés, nous pouvons commencer par les indicateurs comportementaux et posturaux. Ça peut être des indicateurs type stéréotypie que nous avons relevés en toute occurrence sur des sessions de 30 minutes. Nous sommes intéressés aussi aux réactions aux humains lors de 2 tests, le test d'approche contact et aussi le test d'approche avec une selle, mais aussi aux positions d'oreille et notamment le pourcentage de temps pendant l'alimentation en fibres. Nous sommes aussi intéressés aux indicateurs sanitaires,
comme la forme d'encolure, l'état corporel de l'équidé et le fait d'avoir des blessures liées au travail. Ces indicateurs ont été mesurés à l'aide de méthodes d'échantillonnage éthologique pour chacun des 174 équidés. À nouveau, le protocole s'effectue à l'échelle des centres, avec les données qui sont exprimées en pourcentage de chevaux dans chaque centre avec des radars de profil de gestion des centres, comme on peut le voir à droite. En vert, des paramètres plutôt positifs, encolure ronde par exemple, et en rouge, des paramètres plutôt négatifs, par exemple la présence de blessures ou de surpoids. Sur sa base des observations menées, un gradient de bien-être a pu être observé avec en extrême une majorité de chevaux présentant des indicateurs positifs comme les oreilles en avant, en alimentation, comportement positif envers l'humain. Ça, nous l'avons donc sur les 4 centres qui se trouvent sur notre gauche. Nous avons à un autre extrême 2 centres sur la droite avec plus de chevaux avec des indicateurs négatifs, en particulier des problèmes d'encolure. Et en position intermédiaire, pour 2 centres, nous sommes sur des populations mitigées au regard des indicateurs, mais il est à noter que peu de chevaux ont de blessures. Si l'on s'intéresse à la répartition des équidés selon leur type de travail dans ces centres, il est intéressant de voir que les centres les plus à gauche ont une prépondérance d'équidés qui pratiquent l'AMA ou des activités mixtes, alors qu'à l'opposé, nous sommes plus sur des activités de centres conventionnels. Passons maintenant au profil de gestion. Les centres ont présenté des modes de gestion des chevaux variés, mais je vous rappelle qu'aucun cheval n'était hébergé en box en intérieur en permanence. 5 structures hébergeaient quasiment tous leurs chevaux en extérieur en permanence. Majoritairement, c'est celles qui se trouvent à gauche, et elles offraient aussi l'opportunité de s'alimenter en fibres ad libitum. Les autres hébergeaient les équidés à l'intérieur et avec des sorties quotidiennes, avec pour 2 d'entre elles un accès limité au fourrage. Les conditions de travail différaient également beaucoup, avec 3 structures où les chevaux étaient montés avec un mors, principalement pour plus de 5 heures par semaine, et pour 2 autres qui privilégiaient le travail au sol. Dans une minorité de structures, les chevaux étaient montés sans mors. Ainsi, des profils ont émergé. Structures proposant des conditions naturalistes et des conditions de travail moins contraignantes, à gauche. Structures présentant des conditions de vie naturalistes et des conditions de travail plus classiques, au milieu. Et enfin, des conditions de vie plus restreintes et du travail plus ou moins contraignants selon la structure. Et ça, nous l'avons à droite. De façon intéressante, les 5 structures qui présentaient de l'instruction conventionnelle ont en commun de privilégier une équitation avec eux. Enfin, grâce à une analyse en corrélation, il nous a paru que activité, gestion et bien-être étaient étroitement liés. Par exemple, plus le pourcentage d'équidés avec fourrage à volonté augmentait et plus les chevaux étaient interactifs avec l'humain. Plus nous avions un pourcentage important d'équidés nourris avec granulés et moins nous observions d'oreilles en avant en temps d'alimentation. Et enfin, plus le pourcentage d'équidés passait du temps dehors 24 heures sur 24 et moins il y avait d'horaires en arrière pendant les phases d'alimentation. Concernant les modalités de travail. Pour les structures avec des chevaux uniquement en médiation animale, plus le pourcentage d'équidés travaillant à pied augmente et plus le pourcentage d'animaux interactifs avec l'homme augmente. Pour les structures mixtes, plus le pourcentage d'équidés travaillant montée augmente et moins il y a de réactions positives à l'homme et moins il y a d'oreilles en avant pendant le temps en alimentation. Enfin, tout à droite, toujours pour les structures mixtes, plus le pourcentage d'équidés travaillant avec un mort augmente et plus il y a de réactions négatives aux tests d'approche avec une selle. Un clair lien existe entre les modalités de travail, la relation à l'humain, hors travail et bien-être. Il faut aller vers une optimisation des modalités de travail et nous allons en parler par là. Nos résultats que je viens de vous présenter sont en accord avec les connaissances scientifiques connues et reconnues. Il existe un gradient de bien-être qui varie selon les conditions d'hébergement, d'alimentation, mais aussi la vie sociale, conduisant à des stéréotypies, des ulcères gastriques ou encore de l'agressivité.
Ce qui ressort de notre étude est que les chevaux en activité mixte de médiation et de centre équestre ont des conditions de vie plus conventionnelles, là où il se pourrait qu'il y ait une attention portée aux conditions de vie pour des chevaux pratiquement uniquement de la médiation animale. Mais avant tout, il est bon de répéter que le cheval de médiation est avant tout un cheval avec des besoins clairement identifiés. Il faut donc aller vers une optimisation des pratiques avec des points d'attention importants. Tout d'abord, concernant l'utilisation du mors, où on a montré que cela pouvait être très délétère. Il y a aussi une réflexion à avoir autour du poids du cavalier par rapport au poids et à la taille du cheval, mais aussi avoir une réflexion autour des aides qui sont utilisées pour le travail de monte. Ce sont des questions communes à l'équitation au sens large, en particulier pour des chevaux qui ont des activités mixtes de médiation et de centre équestre. Nous pouvons rajouter la question des problèmes de dos et de symétrie du cavalier, notamment quand ces cavaliers ont différents types de handicap comme handicap physique. Et nous pouvons aussi rajouter ce qu'on observe quelquefois dans des séances de médiation équine, c'est-à-dire la double monte. Ces trois derniers paramètres, c'est-à-dire la question du poids du cavalier par rapport au poids-taille du cheval, l'utilisation des aides, le problème de dos et symétrie du cavalier, ce sont des problèmes qui peuvent être accrus en médiation, que ce soit pour des chevaux de médiation pure ou des chevaux ayant des activités mixtes. Je voulais mettre en exergue une surprise qui nous est apparue au cours de cette étude, c'est que dans l'ensemble des données récoltées, il n'y a aucune utilisation du renforcement positif alimentaire qui nous a été rapportée. Or, la littérature aujourd'hui regorge de preuves scientifiques qui montrent que l'utilisation du renforcement positif alimentaire améliore la perception du travail de l'équidé, améliore sa relation à l'humain, mais aussi son état attentionnel. Et d'autant plus qu'il faut noter que c'est une recommandation qui est faite par l'IHAIO, qui est une association internationale autour des interactions homme-animal et de la médiation animale. Les phrases qu'on a pu entendre pour justifier l'absence de renforcement positif alimentaire, c'est des choses comme le cheval va devenir mordeur, on a aussi entendu qu'une caresse suffit ou que le cheval est heureux d'aider et qu'on n'a pas besoin de ce renforcement positif alimentaire. Or, malheureusement, c'est une vision parfois trop anthropomorphique ou trop idéalisée de l'animal en médiation. Pour finir, je tiens à rappeler que la relation à l'humain et le bien-être des équidés tiennent à un ensemble de facteurs en lien avec les modalités de travail, les activités, mais aussi les conditions de vie. Dans le cas de la médiation, il est intéressant de se poser la question de s'il faut ou non diversifier le type de travail des équidés, c'est-à-dire les laisser dans une activité unique de médiation animale ou au contraire privilégier des activités médiation et centre équestre. Mais il est aussi intéressant de rappeler que les besoins des chevaux et des équidés de manière plus large impliqués en médiation, ce sont les mêmes besoins que les autres chevaux. En conclusion, notre recherche a montré que les responsables sont attentifs aux besoins des chevaux. Néanmoins, nous avons noté des variations et on peut interroger les facteurs de variation. Est-ce que c'est surtout lié aux responsables de médiation? C'est ce que semblent donner nos données de questionnaires et d'études observationnelles. Est-ce parce que la médiation animale est une activité plus récente, donc ces responsables ont plus intérêt pour les connaissances scientifiques récentes, ou alors une vision plus centrée sur l'animal? Une autre piste d'hypothèse est peut-être qu'il y a des cultures hippiques différentes. Mais dans tous les cas, il y a des améliorations possibles. Pour finir, nous pouvons dire qu'il est important de s'inspirer des meilleures approches pour aller vers une optimisation des pratiques de gestion dans le milieu hippique. Je finirai par cette diapositive sur ce qu'il faut retenir de ce travail. C'est qu'avant tout, le cheval de médiation, c'est un cheval. Il a besoin d'alimentation en fibres, de mouvements libres et d'une vie sociale. Les modalités de travail ont un impact important sur son bien-être et sa relation à l'humain. Mais il peut être confronté à des challenges particuliers liés à l'activité. Et peut-être que cela demande encore plus d'attention. Il faut identifier et appliquer les pratiques de gestion, le travail, les formations les plus optimales et penser au renforcement positif.
Le travail peut être plaisant et motivant pour le cheval, mais seulement si nous considérons ses propres besoins et ses propres contraintes.